Mon mari, Noah, m'avait fait une promesse avant de se marier. Il m'a dit, je sais que tu as le même rêve que moi. Un jour, je te promets qu'on va vivre sur une île. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La série d'été de la petite voix, c'est parti ! Qui n'a pas un jour rêvé de tout plaquer pour aller s'installer au bout du monde ? Olivia fait partie de ces gens-là. Elle a eu envie de prendre la route pour découvrir de nouveaux horizons. Un rêve devenu réalité presque par hasard. Parce qu'un jour, en voyage de noces, l'amour frappe encore à leur porte. Elle et son mari ont un coup de foudre pour la Nouvelle-Zélande. Ce sera là et pas ailleurs. 15 ans plus tard, la franco-suisse a ajouté une 3e nationalité à son palmarès. Elle et sa famille sont désormais de vrais kiwis. Elle et sa famille savent surtout tout ce que la vie d'expatrié au bout du monde a d'extraordinaire, malgré quelques turbulences. Bienvenue dans un épisode lumineux et inspirant, comme Olivia. Avec Olivia, nous allons parler de ce pays qu'elle ne voulait pas vraiment visiter, des débuts qui ont demandé à s'accrocher et de toute cette longue expatriation qui lui a fait apprendre beaucoup sur elle-même. Bonjour ma chère Olivia et bienvenue dans La Petite Voix. Salut Herveline, merci beaucoup de m'avoir invitée. Bon Olivia, je suis trop contente parce que là, pour cette série de l'été, pour le coup, on va voyager avec toi et puis on va pas voyager n'importe où, on va partir au bout du monde. On part en Nouvelle-Zélande avec toi et c'est de ça dont il va être question aujourd'hui, de cette aventure que tu vis en famille depuis 15 ans. Ce qui est drôle, et puis il faut qu'on l'explique aux auditeurs, c'est qu'en fait, on se connaît très bien, on est amis. On s'est connus quand moi aussi, j'étais expatriée en Nouvelle-Zélande, près d'Auckland. Et finalement, cette conversation, on l'a déjà eue. Je me rappelle très bien. C'était un beau matin ensoleillé. Et puis, on faisait connaissance. On s'est connectés très, très vite, toutes les deux. Oh oui, et puis, on a eu cette conversation c'est à une dizaine de mètres de là où tu es, là, quand on enregistre, sur la plage de Red Beach. Olivia, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour comprendre comment un jour vous avez réalisé ce fantasme que beaucoup ont de partir vivre à l'étranger et pourquoi pas au bout du monde. On va revenir un peu dans le contexte de vie que tu avais avant ce projet-là. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu es originaire ? Parce qu'on entend bien que tu as un accent qui n'est pas que néo-zélandais. D'où tu viens, Olivia ? Oui, mon petit sale accent, en effet. Je suis à moitié française, moitié suisse-alémanique. Donc, j'ai grandi à Zurich, à côté de Zurich. Ma maman était française, donc elle me parlait toujours en français, mais j'ai grandi quand même, j'ai fait ma scolarité en allemand. Donc, le français, c'est quand même un peu une deuxième langue, mais que j'apprécie beaucoup et j'y tiens beaucoup. Donc, avec mes parents, on voyageait souvent en France et j'y admirais toujours beaucoup la joie de vivre et la légèreté de la France, des Français, que je ne retrouvais pas tellement en Suisse, où les gens sont un peu plus carrés, un peu plus sérieux et tout ça. Donc dès le début de mon enfance, je pense jeune fille déjà, j'étais attirée par l'étranger. Bon, c'était mon second pays, mais quand même, je sentais déjà que j'allais peut-être pas passer toute ma vie en Suisse.
Avant de partir en Nouvelle-Zélande, déjà, j'avais fait la même chose. J'étais partie pour vivre en France, à Montpellier. Donc, j'y ai vécu pendant 5 ans. J'y ai fait mes études. Et déjà, c'était une première fois lâcher mon pays et aller voir autre chose. Parce que ma famille française était de Paris. Je connaissais personne à Montpellier. Donc, pour moi, c'était du nouveau. En fait, j'ai fait une petite erreur quand je suis partie la première fois comme ça. C'était de toujours me demander mais qu'est-ce qu'ils font mes copains en Suisse, la famille? Est-ce que je suis en train de manquer des choses là-bas? Et j'ai l'impression que j'étais pas entièrement libérée de mes racines suisses. Au moment où vous allez rencontrer, j'ai presque envie de le dire comme ça, la Nouvelle-Zélande, vous êtes des jeunes mariés, vous bossez tous les deux? Oui, tous les deux, on avait un travail très bien payé en Suisse. Donc, financièrement, c'était pas intéressant de quitter la Suisse. En même temps, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'avoir ces gros salaires pour pouvoir se dire, OK, on a bien mis l'argent de côté, là c'est bon, on va pouvoir réaliser notre rêve en fait. Parce qu'en fait, votre première rencontre avec la Nouvelle-Zélande, on va y venir, ça va se passer dans le cadre de votre voyage de noces, qui est en fait un tour du monde. Mais il y a quand même un autre élément de contexte, si tu acceptes d'en parler, Olivia, c'est que toi, tu faisais le deuil de ta maman à ce moment-là. Oui, en effet. Il y a eu ça aussi, ma maman, j'étais très très proche d'elle, qui elle est décédée. Ça m'a poussée à vouloir partir encore plus. Déjà avant, je savais que je voulais partir, mais vu qu'elle était malade et que je me sentais très proche, je pense pas que j'aurais pu partir si elle avait encore été en vie. Mais après son décès, c'était carrément un besoin de quitter cette terre et de voir autre chose, de recommencer, peut-être comme elle. Donc là, vous vous mariez et puis envie de faire le tour du monde. Pourquoi un tour du monde? Je crois qu'on cherchait en fait notre pays. On savait qu'on voulait partir, mais on savait pas trop ce qu'on voulait. Et donc ce tour du monde, on s'est dit allez, on va découvrir le monde et puis peut-être qu'on trouvera quelque chose qui nous tentera pour s'y poser. Donc mon mari, Noah, m'avait fait une promesse avant de se marier. Il m'a dit je sais que tu as le même rêve que moi. Un jour, je te promets qu'on va vivre sur une île. Tu vois, en tant que Suisse qui ne vit pas au bord de la mer et tout, pour nous, c'était un rêve énorme de vivre au bord de la mer. Déjà, moi, la mer, ça m'aurait suffi, mais lui, il a insisté, ça sera une île. Donc, Quand vous partez pour votre tour du monde, vous partez pour combien de temps? Malheureusement, que 4 mois. On a beaucoup regretté. Quand on est revenu, on s'est dit, on aurait dû partir plus longtemps. Mais 4 mois, ça a quand même suffi pour découvrir les choses. Et je crois que la rencontre avec la Nouvelle-Zélande, elle n'est pas du tout évidente. En tout cas, elle n'est pas venue de vous. En effet, ça c'est une histoire très drôle parce que à l'époque, on était allé voir un agent de voyage pour acheter des billets d'avion. C'était pas du tout pour qu'il nous organise le voyage parce qu'on voulait le faire nous-mêmes. On pouvait pas encore acheter des billets juste comme ça facilement en ligne. On arrive, on voit le mec très sympa et on lui dit donc ce qu'on veut. Et puis il commence à nous proposer des pays et tout. Et puis nous on dit mais nous on sait ce qu'on veut. Pas de souci, on n'a pas besoin de ça. On veut juste des billets d'avion. Et il nous fait d'accord, pas de problème. Mais il y a une chose, je vais vous forcer d'y aller, c'est la Nouvelle-Zélande. Et puis nous, on se dit on aurait préféré un truc un peu exotique, quoi. Tu vois, je sais pas. Pourquoi il nous propose un truc où il y a seulement des moutons et des collines vertes, je sais pas moi, pour ça tu peux rester en Suisse, tu vois ça et puis c'est bon. Et donc on n'était vraiment pas emballés du tout, mais on n'avait aucune idée sur le pays. Et on lui dit non, désolé, on n'a pas beaucoup de temps, on va pas perdre notre temps là-bas.
non, on va pas faire ça. Il nous dit, je suis désolée, mais je vais vous forcer d'y aller, vu que vous passerez, il faudra changer d'avion de toute façon à Auckland. Si vous allez dans le Pacifique, c'est la station où il faut changer d'avion. Donc là, je vous force, même si vous allez seulement sur l'île du Nord, qui est beaucoup moins bien que l'île du Sud, mais au moins allez faire un tour pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, quand on était dans l'avion en train d'atterrir au-dessus d'Auckland, je vois toutes ces petites maisons blanches, tout était carré et tout, et je me dis, mon Dieu, on se croirait aux États-Unis, c'est pas du tout ce que je recherchais, moi je cherchais quelque chose de différent. Vous étiez en tour du monde, donc vous arriviez d'où ? Alors attends, je crois qu'on arrivait de Fidji. Et puis après, c'était pour partir à Tahiti. Donc vraiment, voilà. Et puis bon, Auckland, c'est une ville comme n'importe quelle ville, quoi. Tu vois, qu'on était un peu déçus. On était là-bas, on se disait, ok, bon. Et puis après, on a loué une voiture, on a commencé à voyager, on a commencé à découvrir des paysages quand même magnifiques, des plages incroyables, désertes. Tout d'un coup, un univers s'est ouvert à nous. Et là, tous les deux, en même temps, au même endroit, on est tombés amoureux de la Nouvelle-Zélande, en fait. Vraiment, c'était le coup de foudre. Franchement, on a vu ça, on a dit on veut vivre ici. Coromandel, on adore, c'est là qu'on veut vivre. Mais tu vois, on n'avait pas vraiment compris que... On regardait un petit peu sur les cartes, tu sais, de... combien de temps ça allait nous prendre pour aller à Auckland, machin. Et on s'est dit, bon, on peut vivre à Coromandel. Et puis là, on voit qu'il y a une espèce de State Highway, ça s'appelle. Donc, c'est l'autoroute, pas de problème. Allez, hop, en 1 heure, on se le fait. Mais on n'avait vraiment pas réalisé que, en fait, en Nouvelle-Zélande, la plupart des State Highway, ce sont pas du tout des autoroutes comme on les connaît en Europe. Non, en fait, les autoroutes néo-zélandaises sont des départementales, voire des nationales, dans les meilleurs des cas, ouais. Là, vous avez, avec ce coup de foudre, c'est évident pour vous qu'en fait, c'est ici que vous avez envie de vous installer après. Oui, 100%. En même temps, tous les deux, c'était un coup de cœur magique, quoi. La journée parfaite, tu vois. Et donc là, vous continuez votre voyage. Si vous êtes dans les Coromandel, j'imagine que vous allez aller vers Rotorua et tout ça, là où il y a là aussi, c'est magnifique, hein. En fait, c'est une ville avec une grande activité volcanique. Donc, il y a plein de termes dans lesquels on peut aller se baigner. Oui, et Herveline, Rotorua, c'est bien que tu en parles. Ça, pour moi, c'est comme une terre sacrée. Et tu vois, il y a beaucoup de Maoris. Pour eux, oui, c'est très sacré. Et pour moi, chaque fois que j'y suis allée, je ressentais ça très fortement. C'est drôle, tu vois, quand je pense à la Nouvelle-Zélande et qui sont devenues mes racines maintenant un petit peu, c'est Rotorua et c'est pas Auckland, même si je n'y ai jamais vécu à Rotorua, mais c'est quelque chose de tellement fort et de puissant que je ressens ça très très fort. Donc c'est volcanique, ça sent mauvais, ça sent l'œuf pourri qui est dégoûtant. Il faut vraiment s'habituer, mais il y a des couleurs incroyables, il y a des geysers, il y a de la fumée, c'est vraiment magique. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même vraiment un endroit où on se connecte pour le coup à la nature et à tous les éléments, puisque là, on parle du feu un peu à Rotorua, mais il y a beaucoup d'eau, puisque partout où on est en Nouvelle-Zélande, l'océan n'est jamais très très loin. On est connecté aux éléments tout le temps. Et d'ailleurs, la tradition maori nous y renvoie en permanence, en fait. Ils sont très, très connectés à la terre. Enfin... Tu as tout à fait raison. C'est intéressant ce que tu dis. Tu as aussi l'air, tu as tellement de vent sans arrêt. Tu as vraiment tous les éléments et tu as moins tout ce qui est urbain et tout ça. Si tu recherches ça, il ne faut pas y aller parce que tu ne trouveras pas. Et donc, vous allez quand même rentrer en Suisse de votre tour du monde, avec toujours cette certitude-là que votre petite voix vous pousse à aller vous installer en Nouvelle-Zélande. Mais ça ne va pas se faire tout de suite, puisque tu évoquais tout à l'heure le fait de fonder une famille. C'est ce que vous avez fait. Vous avez eu vos 2 premiers enfants en Suisse. Il faudra combien de temps pour que le switch se fasse et que vous veniez vous y installer ? Je pense que ça nous a pris...
à peu près 5 ans, 5 ans et demi. Mon mari m'a dit, écoute, on peut pas tout faire en même temps, ou bien on part à l'aventure et on part en Nouvelle-Zélande, ou bien on a des enfants d'abord et puis après on peut partir. Mais moi je veux pas tout faire en même temps, c'est trop. Donc moi je lui ai dit ouais, oui d'accord, ok, on va avoir des enfants d'abord. Pendant ces 5 années-là, le projet de Nouvelle-Zélande, il est toujours hyper présent ou parfois vous l'oubliez ou vous dites ah bah non. Ah oui, oh oui. Ah non, non, on saoulait tous nos amis, on n'arrêtait pas de... les pauvres, ah ouais, ils en avaient marre, ils en pouvaient plus d'entendre nos histoires, qu'on allait partir et tout. On était vraiment... On n'achetait presque rien parce qu'on se disait, ah, on va bientôt partir. On a donc eu les 2 enfants et puis... Après, dès qu'on les a eus, on s'est dit, bon, allez, maintenant, ça serait bien de partir. Mais c'était pas tellement facile avec le visa, tu sais. Donc, on a essayé, c'est une espèce de loterie pour recevoir un visa, un permis de travail qu'on n'a pas eu. Et on s'est dit, oh, en fin de compte, tant pis, on va juste y aller et sur place, on trouvera et puis on se débrouillera. Tous nos copains suisses nous disaient « Mais vous êtes complètement fous, vous allez revenir dans 1 mois ou 2, vous allez voir, ça va pas marcher. » Nous, on était très optimistes parce que on avait, et ça c'est bien la mentalité néo-zélandaise, tu vois, ils sont tous très gentils, ils te diront toujours tous « Ah oui, oui, pas de problème, venez, il y a pas de souci. » Donc, mon mari avait contacté des... headhunters, comment on appelle ça en français? Des chasseurs de tête? Voilà, et puis pour comprendre un petit peu si ça serait facile ou pas de trouver un travail. Et puis tous nous ont dit, ah ouais, pas de problème, vous venez et tout, il y aura des interviews pour vous, pour des boulots, pas de problème. Donc on s'est dit, ok, ben dans ces cas-là, si c'est tellement facile, on va d'abord faire un peu on va aller en vacances, on va aller faire du surf et tout, ça va être sympa. Ah ouais, on s'est pris 2 mois, on s'est dit on va en profiter quoi. On avait, tu sais, en tant que Suisse carré, on se disait bon, il faut qu'on trouve un travail dans notre domaine, on peut pas juste aller être un boucher comme l'auraient fait des personnes françaises qu'on a rencontrées qui, elles, se lançaient et se disaient bon, bah, peu importe. Et nous, on avait lu quelque part qu'il fallait, qu'on avait seulement le droit de trouver un travail dans notre domaine, donc bien sûr qu'on n'aurait pas osé faire autre chose. Donc on a fait ça et on ne trouvait pas. Et c'était vraiment jusqu'à la dernière minute. Moi, je me voyais déjà refaire les valises et tout. Dernier moment, hop, on a réussi, mais c'était vraiment un gros coup de chance. Comment elle s'est passée cette première année? Vous êtes passé par quelles émotions? Parce que bien sûr, le pays vous appelait et tout ça, mais après, il y a le fait de se confronter à la vraie vie et à la réalité, au-delà des problèmes de travail, quoi. Ben, je crois qu'on était toujours très naïfs et très, très contents. On découvrait, on n'arrêtait pas, tu sais, on avait acheté une voiture et on n'arrêtait pas d'aller partout. On avait tellement d'énergie. C'était une énergie incroyable, en fait, qu'on avait. Et on se lassait pas. Dès qu'on pouvait, hop, on montait dans la voiture, on allait découvrir. Et je pense que c'était beaucoup plus tard qu'on a commencé à se dire ah ouais, mais ok, il y a aussi, c'est pas que le paradis. Et donc on était très 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 optimistes, c'était une des meilleures phases de notre vie, bien que c'était aussi déprimant et très dur de découvrir une vie tellement magnifique en sachant que peut-être qu'on pourrait pas la vivre et que peut-être qu'il faudrait rentrer en Suisse. Notre fils qui avait 3 ans et demi, lui, on l'a mis tout de suite dans une preschool, ça s'appelle. Donc, c'est un jardin d'enfants parce qu'on voulait qu'il apprenne l'anglais au plus vite possible. Donc, il était scolarisé, il était dans le système. Je dis à tout le monde, on gagne beaucoup, beaucoup de choses quand on part comme ça, mais on a un prix à payer aussi. Donc nous, ce qu'on trouve, ce qu'on a gagné, c'est s'approprier d'une nouvelle culture, voire de 2 nouvelles cultures, même plusieurs nouvelles cultures, parce que ici en Nouvelle-Zélande, donc tu as la culture anglo-saxonne, tu as la culture maori, et
Bon, t'as tous les gens du Pacifique qui vivent à Auckland. J'ai appris plein de choses sur plein de cultures. Un truc que je pense qui fait partie de la culture maori et que tous les Néo-Zélandais se sont un petit peu appris. Comment on dit Approprié. Approprié, merci, exactement. C'est les funérailles. Ça m'a tellement étonnée de voir ça. En fait, c'est comme une fête. C'est pas triste. La plupart du temps, tu vas pas dans une église ou c'est pas comme en Europe. Ici, tu te retrouves entre copains dans un club de sport. Donc, on en vient quand même au moment où, enfin, donc c'est Noah qui trouve un job. Et pourquoi c'est si important? C'est qu'en fait, avec le job, on a le visa de travail qui permet de s'installer durablement dans le pays. Donc là, vous savez que ça y est, vous pouvez vous installer, trouver une maison dans laquelle vous allez pouvoir vivre longtemps. Comme je te l'ai dit au début de notre conversation, vraiment, j'étais partie pour ne pas revenir. Je me posais plus de questions ce qui se passait en Suisse. D'ailleurs, j'ai dit à tout le monde en partant de la Suisse, voilà, c'est pour toujours. Et ils ne croyaient pas trop, ils trouvaient ça un peu bizarre. Mais bon, mais je crois que ça nous a beaucoup aidé de se dire on part pour toujours. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver nos racines plus facilement. On a trouvé que ça serait important d'essayer d'entrer dans cette vie au plus vite. Donc, d'écouter des podcasts en anglais, d'écouter les news de la Nouvelle-Zélande plutôt que de la Suisse, en fait, même de s'intéresser à des choses qu'on s'intéressait pas, le rugby, la pêche. C'est vraiment pas un truc du tout qui m'aurait fasciné ou les pauvres poissons. Et là, j'ai compris que non, c'est vraiment assez énorme. Ça fait partie de leur culture, qu'il faut partir à la pêche parce que sinon, tu feras pas partie de leur cercle. C'est un conseil que je donnerais aux gens, de voir qu'est-ce qui intéresse les gens et puis après d'essayer de s'y intéresser aussi. Et ça rend les choses plus faciles. On arrive à se faire des amis plus facilement si on arrive à partager ces moments ensemble. Ouais. Il y a quelque chose aussi que vous allez faire pour, j'ai l'impression, en tout cas quand tu m'en parles, définitivement sceller votre vie en Nouvelle-Zélande, c'est que vous allez avoir votre troisième enfant, votre fille. Oui, en effet. On l'a eu 4 ans plus tard. Et elle a eu directement le passeport néo-zélandais vu qu'elle était née en Nouvelle-Zélande. Donc nous autres, tous les 4, on était vraiment jaloux d'elle. Et nous, on n'avait pas le passeport, c'était elle la première. C'est drôle comme on devient très patriote pour son nouveau pays en fait. Et je suis sûre que j'ai bien embêté toute ma famille en Suisse. Ils devaient en avoir marre d'entendre, tu sais, qu'on n'arrête pas de dire « Ah, c'est super, la Nouvelle-Zélande » et tout ça. Et bon, maintenant, on commence aussi à voir bien sûr les inconvénients. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus néo-zélandaise, suisse, française, tout ça à la fois? Eh ben, c'est une bonne question parce que je commence à me dire que j'ai perdu un petit peu mes langues. Tu vois, des fois j'hésite, je trouve pas trop mes mots. Tu vois, je parle pas tellement régulièrement le français. La même chose avec l'allemand, je commence à perdre mes mots. Après, en anglais, j'ai un accent énorme. C'est pas ma langue, donc la même chose. Des fois, j'hésite, je trouve pas. Ou tu vois, faire des plaisanteries en anglais, c'est pas facile. Ou des fois, je comprends pas quand les gens me parlent. Donc, je commence à me dire, mais j'ai plus vraiment de langue qui est parfaite. J'ai plus vraiment de pays non plus qui est mon pays parce que finalement, j'ai perdu mes 2 pays, j'en ai gagné un autre. Il y a toujours un prix à payer, hein. On écoute sa petite voix, mais oui, il y a quand même, bien sûr, la famille est très très loin, les amis sont très très loin. Il y a des inconvénients qu'il faut bien se demander si vraiment ça vaut le coup ou pas. Ouais, non, moi je pense que pour nous,
ça valait le coup et on n'a aucun regret, ça c'est clair. Et vos enfants, aujourd'hui, ils se sentent plus néo-zélandais que suisses? Comment ça se passe pour eux? Ah oui, ça c'est très drôle. Alors eux, ils se sentent très néo-zélandais, très kiwis. Et d'ailleurs, tu vois, une fois, on était retourné à Paris pour voir ma grand-mère. Déjà, ils trouvaient ça très bizarre avec le code à la porte. Tu vois, pour entrer, ils avaient jamais vu ça. Donc, on fait le code, on entre dans l'immeuble. Et tout de suite, ils ont enlevé leurs chaussures et chaussettes. Et ils pensaient que c'était l'appartement. Mais on était juste au rez-de-chaussée. On arrivait à l'escalier. Nous, on a rigolé. On s'est dit, mais c'est pas possible. Ils sont vraiment pas européens, nos enfants. Ils ont rien compris. Je reviens quand même à notre thème là du podcast sur le fait d'écouter sa petite voix. Comment vous avez fait pour écouter votre petite voix? Parce que ça paraît tellement simple quand on t'écoute. On est tombé amoureux de ce pays au bout du monde. On a pris les enfants et les valises sous le bras et on est parti, quoi. Oui, c'était un peu ça. Mais tu sais, il faut quand même dire qu'on avait un grand privilège vu que on avait une stabilité financière. Je sais pas si c'est le cas pour beaucoup de gens qui écoutent leur petite voix. Moi, j'ai l'impression que dans le monde, il y a énormément de gens qui entendent leur petite voix, mais qui après ne peuvent pas la suivre parce qu'ils n'ont pas ce privilège d'avoir les moyens. Donc pour nous, ça c'était vraiment beaucoup de chance. Au-delà de ce confort-là, qu'effectivement on n'a pas tous la chance d'avoir, mais il y avait le fait de tout lâcher, une vie stable, bien établie en Suisse, pour se dire on part vivre au bout du monde. C'est quand même c'est vertigineux en fait, même si ça peut faire rêver. Oui, pour certains et pour d'autres pas. Nous, ça nous a jamais fait peur. Tu vois, nous, vraiment pour nous, c'était le grand rêve. On voyait tout ça juste d'un côté très positif. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi avec ce changement de vie-là et le fait d'avoir écouté ta petite voix? Ah, c'est une bonne question. Je suis un peu fière de moi, tu vois, parce que je n'ai pas écouté les autres petites voix qui auraient pu se manifester aussi, ou qui se manifestent des fois dans certaines personnes, des voix de convention de la société, comme quoi, tu vois, il ne faut pas faire celi ou cela, il faut faire carrière, surtout en Suisse, c'est important, tu vois, faire carrière, tout ça. Là, je n'ai pas écouté ça. Et mon mari non plus. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça ce qui m'a attiré le plus dans sa personnalité. C'est pour ça qu'en fait que j'ai choisi en tant que partenaire, parce que c'était quelque chose de très important pour moi, de vivre sa vie comme on le souhaite et de ne pas. Ça a été peut-être un peu dur de faire taire ces voix-là aussi, mais je suis contente que j'ai réussi ça, ouais. Je pense que c'est la plus grande chose que j'ai appris sur moi, c'est que j'étais capable de me mettre au-delà de ça. Et franchement, tu vois, je repense à ton mari, à Noah, qui te dit au début de votre histoire, un jour, je t'emmènerai et puis on ira vivre sur une île. C'est beau de se dire que 20 ans après, vous l'avez fait et vous le faites depuis 15 ans, quoi. Écoute, c'est super, tu as entièrement raison. On se voit même un jour peut-être requitter la Nouvelle-Zélande et faire autre chose. Ça sera toujours là où nos enfants auront grandi, tout ça. Mais en même temps, je pense que, tu vois, ça nous manque un petit peu, l'aventure et tout. Ça recommence à nous. On connaît trop bien maintenant, on a fait le tour. On se dit, ok, maintenant... ça pourrait être sympa de passer à autre chose. Mais il y a un problème aussi, c'est que maintenant, on n'a plus de rêve, quoi, tu vois. Donc, il y a des gens qui rêvent toute leur vie et c'est super parce que ça leur donne du courage, ça leur donne la pêche. Et nous, on l'a fait et puis maintenant quoi? Maintenant, il nous faut un autre rêve, tu vois. C'est génial ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est beau de réaliser ses rêves, mais en fait réaliser ses rêves parfois ne suffit pas, il faut avoir l'excitation du prochain rêve, quoi. C'est peut-être nous aussi qui sommes un peu exigeants, hein. Mais c'est peut-être aussi ça qui nous pousse à faire des choses dans la vie. Donc je sais pas si c'est positif ou négatif.
Et si c'est trop demandé de la vie aussi, tu vois, parce que je sais qu'on a énormément de chance et que peut-être qu'on devrait aussi juste être content et se dire bon, c'est bon. Et je souhaite vraiment que beaucoup plus de gens dans le monde puissent voyager. Ça aiderait beaucoup, hein. Ça ouvrirait les esprits, ça changerait le monde probablement. Merci Olivia pour cet entretien. J'étais touchée déjà de ta confiance pour me confier ton histoire. Et puis, tu vois, même si on a eu cette conversation-là, j'étais ravie de la réentendre. Et puis, j'ai redécouvert des choses que je ne savais pas de ton histoire. Donc, merci beaucoup à toi. Ah, merci à toi aussi, hein. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça m'a fait énormément plaisir de partager mon amour pour mon nouveau pays et de revivre ça avec toi aussi. Merci beaucoup. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de La Petite Voix, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt! Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself?